Alors bonjour, je suis André Denis, je suis juge retraité de la Cour supérieure et je vous ai demandé de venir ce matin. Euh, j'ai appris il y a quelques jours que le pape François m'autorisait à présenter un résumé de mes conclusions sur l'enquête que j'ai faite sur le cardinal Lacroix. Je ne connais rien aux conférences de presse, je ne connais rien au métier que vous faites. J'ai été juge, vous savez que les juges, pardon? Les juges sont des gens de silence. Alors, étant passablement mal pris, j'ai demandé à Mme Valérie Robert-Gitillon, qui est du service des communications de l'archidiocèse de Québec, de me donner un coup de main parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est pas l'idéal, j'aurais voulu le faire moi-même, mais je sais pas comment ça marche. Alors, Madame Valérie est là, oui, bonjour, a accepté de le faire. Elle a réservé une salle et elle a fait toutes les démarches qu'il fallait. Je l'apprécie beaucoup. Comme je dis, c'est pas idéal. J'agis seul. Je n'ai pas d'équipe technique. Je ne connais rien à ça. Je suis pas très fort en technique non plus. Alors, elle a accepté gentiment de réserver cette salle et de m'aider. Alors voici. Le 8 février 2024, le pape François me demandait d'enquêter sur une allégation rendue publique le 25 janvier dernier au sujet du cardinal Gérald Lacroix, archevêque de Québec, dans le cadre particulier d'une action collective au Québec. Le pape souhaitait que je conduise une enquête portant sur les faits, les circonstances et l'imputabilité du délit allégué et de lui faire un rapport détaillé de mes démarches et de mes conclusions. Je pense que c'est pour la première fois dans l'histoire récente de l'Église, si ce n'est pour la première fois, que le pape choisissait de nommer un laïc ou un non-clerc pour enquêter sur la conduite d'un cardinal. Le 6 mai dernier, j'ai fait parvenir au pape François le rapport de mon enquête qu'il a reçu dans les jours suivants. C'est un rapport qui contient 66 pages. Le 21 mai 24, c'est-à-dire dans la nuit d'aujourd'hui, je vous avoue que j'en avais eu au moins des bribes un peu avant. Alors, à midi, heure de Rome, aujourd'hui, le pape a émis un communiqué dans lequel il m'autorise à publier un résumé de documents confidentiels et à répondre à certaines de vos questions. Les faits reprochés. Le 20 août 2020, 2 demandeurs ont requis de la Cour supérieure du Québec la permission d'exercer un recours collectif contre l'archidiocèse de Québec pour le compte des personnes agressées sexuellement par des membres du clergé, leur personnel et leurs bénévoles du 1er janvier 1940 à aujourd'hui. Le 19 mai 2022, la Cour supérieure accueillait la demande d'autorisation d'exercer une action collective. Une liste anonyme des demandeurs est déposée le 16 août 2022 qui comporte 101 demandeurs. Le 1er décembre 2022, il est porté à 134 demandeurs. Et enfin, elle est enfin amendée à nouveau le 25 janvier 2024 et le nombre des demandeurs est porté à 147. C'est à cette date qu'apparaît le nom du cardinal Lacroix à titre de défendeur. On retrouve à cette liste anonyme, quant aux demandeurs demanderesses, des informations parcellaires sur les faits et les circonstances des actes reprochés aux défendeurs. Le tableau anonyme modifié le 25 janvier 2024 porte la mention suivante au numéro 135, qui est l'objet de mon enquête. Alors, numéro 135, Québec, date de l'événement 87-88. Nature de l'allégation, ATT, point virgule, FELL, point virgule, PEN, point virgule. Âge de la demanderesse, 17 ans. Nom du défendeur, Gérald Cyprien Lacroix. Des réceptions du mandat, le 9 février 2024, j'ai communiqué avec les 2 parties impliquées pour leur demander leur collaboration. Le 19 février 2024, j'écrivais à la demanderesse, via son procureur, et au diocèse de Québec, décrivant mon mandat et sollicitant leur collaboration. Je précisais en 4 points ce que j'attendais d'eux. 1. Je souhaitais rencontrer personnellement la demanderesse, le cardinal Lacroix, et toute personne qui souhaitait être entendue. 2. Je souhaitais visiter tout lieu qu'il souhaitait que je visite.
3. J'assurais les parties de la confidentialité de cette enquête qui m'apparaissait essentielle à la recherche patiente et impartiale de la vérité. 4. Je leur disais que leur aide et leur collaboration sont essentielles à la recherche que j'entreprenais. Sur réception de ma lettre, l'archidiocèse de Québec m'assurait de sa collaboration et nommait un représentant unique comme agent de liaison entre l'enquêteur, moi, et le diocèse. C'était de fait la vice-chancelière et avocate du diocèse. Le 20 février 2024, le lendemain de ma lettre, le procureur de la demanderesse m'écrivait notamment: pour faire suite à votre lettre du 9 février dernier, nous avons consulté notre cliente relativement à votre mandat d'enquête concernant M. Gérald Cyprien Lacroix. Notre cliente ne désire pas participer à votre enquête. J'ai tenté à plusieurs reprises de convaincre la demanderesse de m'aider à compléter mon mandat. J'ai demandé à tout le moins qu'elle m'indique une date, un lieu, un détail pertinent à sa plainte. J'ai demandé d'avoir accès à la déclaration caviardée que chaque demanderesse doit déposer à la cour ou à l'adjudicatrice pour expliquer les circonstances de l'agression dont elle se dit victime. La demanderesse a refusé toutes mes demandes. Suite à ces refus, j'ai décidé de faire connaître au public ma nomination à titre d'enquêteur afin de pallier le manque d'informations de la partie demanderesse. J'ai dû me rabattre sur la revue de presse de janvier 2024 émanant en grande partie du cabinet d'avocats de la demanderesse. Le recours à ces documents n'est certes pas la preuve idéale, mais c'est la seule que j'ai trouvée pour tenter de comprendre les reproches faits au cardinal Lacroix. Le moins que l'on puisse inférer de cette revue de presse, c'est que la description des actes allégués porte à équivoque. On a d'abord annoncé que Gérald Lacroix était accusé d'une infraction à 3 volets, comme j'ai dit, ATT, FELL, PEN. Rapidement, les médias ont corrigé la nouvelle en disant que la plainte ne concernait que des attouchements. Presque tous les médias ont publié un rétracite disant qu'il y avait eu erreur, que ce n'était que des attouchements qui étaient reprochés au cardinal. Quand le procureur des demandeurs a déposé la nouvelle pièce P1, c'est-à-dire la liste des demandeurs défendeurs, il a repris les 3 éléments de la dénonciation. On ne sait rien de plus que cette ligne 135 dans la liste des demandeurs. L'événement reproché se serait produit lors d'un séminaire ou d'une rencontre sur la Bible où la demanderesse, alors âgée de 17 ans, accompagnait ses parents. Les gestes reprochés se seraient produits en 1987-88. Ce sont les seuls éléments dont je disposais pour commencer mon enquête. Mes recherches. J'ai exigé et obtenu de l'archidiocèse de Québec, comme dans tous les mandats de semblable nature que j'ai acceptés au cours des dernières années, d'obtenir carte blanche dans mes recherches et d'avoir accès à toutes les archives existantes, de même que la collaboration de toutes les personnes que je souhaitais rencontrer à Québec ou ailleurs. J'ai obtenu la complète collaboration de l'archidiocèse de Québec et j'ai eu accès à toutes les archives que je souhaitais consulter et à toutes les personnes à qui je voulais parler. J'ai également requis et obtenu une totale collaboration de l'Institut séculier Pie X, dont faisait partie Gérald Lacroix en 1987-88. J'ai eu accès aux personnes que je désirais rencontrer à l'Institut et j'ai étudié toutes les archives de l'Institut pertinentes à mon mandat. J'ai multiplié en personne, par visioconférence, rencontres téléphoniques, tant à Québec que Montréal, toutes les entrevues que je voulais mener. J'ai étudié attentivement les archives du diocèse de Québec et de l'Institut séculier Pie X et je n'y ai rien trouvé qui pouvait m'aider à identifier quelque élément relatif à l'acte reproché au cardinal Lacroix dans l'action collective. Ni en 1987-88, ni depuis que le cardinal Lacroix est en mission presbytérale jusqu'à ce jour dans le diocèse de Québec. Mes rencontres avec le cardinal Lacroix. En 2009, Monseigneur Lacroix est nommé évêque auxiliaire de Québec par le pape Benoît XVI. Il est nommé archevêque en 2011 par le pape Benoît XVI et cardinal en 2014 par le pape François. Monseigneur Lacroix est primat de l'Église canadienne. J'ai rencontré le cardinal Lacroix pour connaître sa version des faits qui lui sont reprochés. Je l'ai questionné longuement pour connaître ce qu'il savait sur ce sujet. Il m'a affirmé avec conviction qu'il n'avait jamais posé les gestes que la demanderesse lui reprochait, ni avec elle, ni avec aucune autre personne, ni en 1987-88,
ni jamais avant ou après. Jamais il n'aurait pu vivre, et je le cite, « Jamais il n'aurait pu vivre avec un tel secret, ni accepter les fonctions qu'il occupe avec un tel poids sur la conscience. Jamais il n'aurait pu faire cela à l'Église, qui est toute ma vie. » Fin de la citation. Monseigneur Lacroix a collaboré à mon enquête de toutes les façons que j'ai jugées utiles et affirme qu'il n'a jamais commis les actes qu'on lui reproche. Son témoignage est posé, spontané et crédible. Mon étude démontre que le cardinal a toujours été sensible et attentif aux questions d'abus sexuels dans l'Église. J'ai pu vérifier que jamais quelque plainte n'a été portée contre lui depuis qu'il est en mission pastorale dans le diocèse de Québec. La demanderesse n'a pas porté plainte au comité conseil sur les abus sexuels mis sur pied par le diocèse de Québec pour les événements qu'elle reproche au cardinal Lacroix. Même si j'ai enquêté sur toute la carrière du cardinal Lacroix depuis qu'il est en mission pastorale à Québec, j'ai isolé et enquêté minutieusement sur les années 87 et 88 citées dans la dénonciation. En 1987, il n'était pas prêtre, mais stagiaire en pastorale paroissiale. Il sera ordonné prêtre le 8 octobre 1988. Les faits que j'ai pu vérifier m'indiquent que Monseigneur Lacroix n'a pas animé ni participé à des rencontres au séminaire sur la Bible en 1987 et 88. Les lieux qu'il a fréquentés, le stage auquel il a participé et sa mission pastorale en 87-88 ne cadrent pas avec la présence d'une jeune femme de 17 ans accompagnant ses parents à des rencontres bibliques. La preuve que j'ai rassemblée au cours de ma longue enquête montre que Monseigneur Lacroix n'a jamais fait montre de quelque familiarité, gestes déplacés, allusions de nature sexuelle, ni en 1987-88, ni à quelque période de sa vie comme membre de l'Église du Québec depuis qu'il y est présent. Rien dans les archives tant du diocèse de Québec que de l'Institut séculier Pie X ne fait allusion à quelque incident du genre à l'encontre de Monseigneur Lacroix, ni en 1987-88, ni avant, ni après. Son dossier est sans reproche. Tous ceux et celles qui ont été en relation avec Gérald Lacroix en 1987 et 1988 que j'ai rencontrés durant mon enquête ne croient pas que ce dernier a commis les gestes qu'on lui reproche, ni en 1987-88, ni avant, ni après. Les faits colligés lors de mon enquête démontrent que je ne peux relier Monseigneur Lacroix à la dénonciation de la demanderesse. De la même façon, je ne peux lui imputer la responsabilité des actes qu'on lui reproche. Des éléments recueillis au cours de mon enquête rendent peu plausible que les faits reprochés au cardinal se soient produits. Je ne retiens pas d'éléments suffisants pour justifier la tenue d'un procès canonique à l'encontre du cardinal Lacroix, et c'est la conclusion que j'ai formulée au pape François. J'ai aussi souligné au pape que ma seule réserve était que je n'ai pu rencontrer la demanderesse comme j'aurais souhaité le faire. Je suis privé d'un élément de preuve important. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai dû aussi expliquer au pape la façon de procéder du recours collectif au Québec. Malgré de nombreuses et longues tentatives de règlement hors cours du litige sous la présidence d'un juge de la Cour supérieure, aucun règlement n'est intervenu à ce jour. Le dossier est actuellement suspendu pour plusieurs mois et on ne prévoit pas de procès avant plusieurs années. Les demandeurs souhaitent amender la procédure initiale pour y greffer de nouveaux défendeurs. D'autres défendeurs que le diocèse de Québec, qui est actuellement le seul défendeur. Cette requête sera entendue à la fin novembre 2024 et un jugement sur les incidents devrait être rendu en 2025. Ce jugement est susceptible d'appel. Bref, le dossier est suspendu pour plusieurs mois, sinon des années, et aucune conférence de règlement amiable ne peut être fixée avant que l'on sache qui sont les défendeurs. J'ai expliqué au pape que je ne recommandais pas la tenue d'un procès canonique à l'encontre du cardinal Lacroix avec les éléments recueillis à mon enquête. Il n'en reste pas moins qu'une dénonciation anonyme est toujours présente, dont l'issue est incertaine. Les avocats du diocèse de Québec que j'ai consultés m'expliquent combien la situation des défendeurs est précaire. Ils n'ont jamais voix au chapitre. L'adjudicatrice se fonde sur la vraisemblance de la déclaration des demandeurs. Situation tout à fait catastrophique pour ceux qui n'ont commis aucun geste déplacé, soutiennent les avocats. On me cite en exemple la transaction intervenue dans le recours collectif du diocèse d'Amos en février 2024. Vous savez qu'il y avait
3 conférences de règlement et Québec. Amos et Trois-Rivières ont été réglés. Québec ne l'a pas été. Alors, il y a quelques semaines, une déclaration de règlement hors cours a été déposée dans le dossier d'Amos, où on retrouve à l'article 36 la phrase suivante. Afin de rendre sa décision, l'adjudicatrice, vous savez que on fait la liste des personnes et un adjudicateur va déterminer si on accepte ou non sa réclamation et quel montant il ou elle recevra. Afin de rendre sa décision, l'adjudicatrice n'aura pas accès à la version des faits de l'agresseur allégué, ni aux commentaires des défendresses quant à la légitimité de cette réclamation. Ainsi, sa décision ne fera pas suite à un processus contradictoire équivalent à un débat devant les tribunaux judiciaires civils ou criminels. Je relis la première phrase. Afin de rendre sa décision, l'adjudicatrice n'aura pas accès à la version des faits de l'agresseur allégué, ni aux commentaires des défendresses quant à la légitimité de cette réclamation. Conclusion. Ne vous découragez pas. Le diocèse de Québec a poursuivi dans le cadre d'une action collective pour le compte des personnes agressées sexuellement par des membres du clergé, leur personnel et leurs bénévoles du 1er janvier 1940 à ce jour. Le diocèse reconnaît que cette action est fondée pour un certain nombre de demandeurs et souhaite en arriver à un règlement hors cours dans les meilleurs délais. C'est un souhait que tous partagent, demandeurs et défendeurs confondus. Le motu proprio, vous êtes la lumière du monde, sur lequel se fonde mon enquête et publiée par le pape récemment, souligne avec justesse que les crimes d'abus sexuels causent des dommages physiques, psychologiques et spirituels aux victimes et portent atteinte à la communauté des fidèles. Mon travail au cours des dernières années me montre que ces dommages-là sont souvent irréversibles. Dans le présent dossier, la demanderesse soumet que le cardinal Lacroix s'est rendu coupable d'une agression à son égard en 1987-88. Sa déclaration est anonyme et elle refuse de collaborer à mon enquête. Elle en a le droit et comme tous les demandeurs, demanderesses, elle doit être traitée avec respect, empathie, accueil, comme on doit le faire avec toute personne humaine. C'est ce que je lui avais offert. Il n'en reste pas moins que mon enquête en est gravement affectée. Si je ne peux affirmer que sa dénonciation n'est pas fondée, je ne peux certes pas l'avaliser sur la foi des faits révélés par mon enquête. Je suis incapable de dire si l'acte reproché a eu lieu ou non. Je suis même incapable d'identifier un lieu, un événement, une date précise ou une quelconque circonstance. Le refus de la demanderesse de collaborer au moindre degré à mon enquête me laisse totalement démuni. La demanderesse accuse le cardinal Lacroix, mais pour l'heure, sa dénonciation est anonyme et vraisemblablement le demeurera pour toujours. Il y a à Québec donc une demanderesse souffrante qui demande à obtenir justice. Il y a à Québec une communauté catholique privée de son pasteur. Il y a aussi, même si on a tendance à l'oublier, le défendeur Gérald Lacroix, brisé par ce qu'il considère comme des allégations non fondées et à qui la présomption d'innocence semble être refusée. Il apparaît de plus en plus qu'il ne pourra jamais savoir qui l'a accusé et les faits qu'on lui reproche. À l'annonce de l'ajout de son nom à la liste des défendeurs le 25 janvier 2024, le cardinal Lacroix choisit volontairement de suspendre provisoirement l'exercice de ses fonctions dans l'archidiocèse de Québec. Si vous aviez des questions, j'y répondrai. Si vous n'en avez pas, c'est aussi bien. Je vais répondre aux questions auxquelles je peux répondre sans trahir la confidentialité à laquelle je me suis engagé envers tous les témoins que j'ai rencontrés, qui ont communiqué avec moi. Je n'accorderai pas d'autres entrevues après cet exercice de ce matin. Monsieur Denis, vous dites que vous avez vraiment essayé de parler avec la partie demanderesse, mais comment votre enquête peut être si légitime s'il vous manque une aussi grande partie des éléments de preuve, si vous voulez? Quand elle m'a dit non, j'avais deux choix. Soit prendre le mandat que le secrétaire particulier du pape m'avait fait parvenir, mettre dans une enveloppe et le retourner au pape.
soit continuer, essayer d'aider le pape à découvrir un peu de vérité autour de ça. J'ai alors pris une décision que je ne prends jamais, qui est celle de faire appel au public et de rendre mon mandat public. J'ai souhaité demander à la communauté humaine, pas à la communauté catholique, à la communauté de Québec et à la communauté du Québec, ou à n'importe qui, de communiquer avec moi sous stricte confidentialité pour me dire s'ils pouvaient m'aider. C'est ce que j'ai décidé à mon corps défendant, parce que je ne fais pas ça d'habitude. Je me suis dit, il y aura peut-être un élément qui va sortir quelque part, quelqu'un va me dire, ben, allez donc voir là, faites donc ça, qui pourrait aider à découvrir un petit peu ce qui s'est passé. J'ai choisi cette méthode-là, elle est hautement discutable. J'aurais pu fermer les livres, je ne l'ai pas fait. J'ai donc fait appel au public. Mais est-ce que vos conclusions ont la même valeur que si vous aviez parlé à la plaignante dans le dossier? Certainement pas. Qu'est-ce que vous voulez? Je le dis au pape, j'ai travaillé fort. J'ai retourné toutes les pierres, je suis allé visiter des lieux, j'ai rencontré des personnes. J'ai dit au pape, je ne vois rien dans tout ce que j'ai vu, les archives, les rencontres que j'ai faites, les personnes que j'ai visitées, les lieux que j'ai visités. J'ai visité l'Institut Pidis, les immeubles, les chambres. Je suis allé un peu partout. Mais j'ai dit au pape, je ne vois rien, puis c'était le mandat que j'avais, qui peut relier le cardinal Lacroix à la dénonciation minimaliste que j'ai. Vous lirez la ligne 135, c'est vraiment minimaliste. Mais j'ai ajouté au pape aussi, cependant, il me manque un élément important, fondamental, oui. Et j'ai demandé, j'ai tout fait pour rencontrer la demanderesse, elle ne veut pas. Le pape sait que il a vu dans les 66 pages que je lui donne tous les détails que je lui rapporte, les témoignages, les commentaires. Et la grande faiblesse de mon rapport, c'est que je n'ai pas rencontré la demanderesse. Et je dis, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Donc, on peut dire que l'enquête n'est pas complète. Vous pouvez dire ça. Monsieur, la raison pour laquelle elle n'a pas voulu participer, c'est qu'elle avait l'impression que tout juge retraité, soyez-vous, vous êtes quand même l'enquêteur privé d'une des parties contre laquelle elle a un grief. On peut être d'accord ou non avec son interprétation, mais dès le départ, votre position était extrêmement précaire, puis aujourd'hui, on est obligé de constater que malgré les efforts valables que vous avez mis, on n'est pas plus avancé qu'on l'était. Vous avez aussi en partie raison. Je viens de terminer l'enquête sur Johannes Rivoire à la demande des Oblats de France et du Canada. Je suis un juge à la retraite. J'essaie d'exécuter mon mandat avec toute la crédibilité, l'indépendance, l'impartialité voulue. Dans l'enquête sur le père Rivoire, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il avait agressé des enfants au Nunavut. Est-ce que j'ai été engagé par les Oblats de France et du Canada? Est-ce qu'ils sont contents de mes conclusions? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça à quoi ils s'attendaient? Je ne sais pas. J'ai enquêté dans 10 diocèses du Québec pour rechercher les prêtres qui avaient commis des actes répréhensibles, des prêtres diocésains. Ça représentait à peu près 10 000 dossiers, 6 700 personnes. J'ai demandé la même autonomie aux évêques. J'ai dénoncé des prêtres qui ont été suspendus, d'autres étaient décédés. J'étais engagé par un diocèse et payé par un diocèse, parce que je ne fais pas ça gratuitement, ça entraverait, je pense, ma liberté d'action. Alors, j'ai fait ça. Est-ce que mes enquêtes pour les 10 diocèses que j'ai représentés est valable ou non? C'est pas à moi de le dire. Est-ce que mon enquête pour les Oblats est valable ou non? C'est pas à moi de le dire. Est-ce que mon enquête ici est valable ou incomplète? Elle est sûrement incomplète. Maintenant, je pense pas qu'elle soit inutile en ce sens que
si j'avais trouvé le moindre élément dans les archives, dans quelque part, une plainte. Vous savez, j'ai étudié 10 000 dossiers. Quand on regarde les dossiers, ce qu'on cherche dans les dossiers, c'est ce qui n'est pas apparent. Alors, c'est la lettre d'une paroissienne qui dit « Mon curé a fait ça ». J'ai tout étudié ça. J'ai fait ça ici aussi. Je vous dis, le dossier du cardinal est impeccable. Si j'avais trouvé quoi que ce soit, j'aurais dit au pape, là, je vous mets en garde contre telle chose qui s'est passée à l'époque où il était étudiant, à l'époque où, parce que j'ai commencé à sa naissance, là, à l'époque où il était vicaire à tel endroit, à l'époque où il était responsable de l'Institut séculier Pie X, à l'époque où il était évêque auxiliaire. J'ai fouillé partout. Je n'ai rien trouvé. Est-ce que c'est inutile comme recherche? Je compléterais volontiers ma recherche demain matin si la demanderesse acceptait de me rencontrer, mais il me semble, et c'est l'expérience que j'ai, que dans les dossiers que j'ai vus, on trouvait toujours un petit quelque chose en quelque part sur quelqu'un. Il y a toujours et puis il y a un filon. C'est pour ça que j'ai fait appel aux citoyens. J'ai dit, si on me trouve une ficelle, moi, les ficelles, je m'en occupe. Et je m'en occupe jusqu'au bout. Et je suis engagé par le pape, c'est vrai, j'ai un mandat du pape, mais où on me croit honnête et impartial ou non, c'est votre opinion, puis je ne la discuterai même pas. Mais si j'avais trouvé quoi que ce soit, c'est pas parce que c'est le pape que je n'aurais pas dit au pape, écoutez, ici, là, il y a quelque chose qui regarde mal. Alors... Je veux juste ajouter un petit quelque chose, si ça t'embête pas. Vous avez dit que si la demanderesse vous laisse rendre disponible, après aujourd'hui, ce sera encore possible ou est-ce qu'il est trop tard? Il n'est jamais trop tard. Comme il n'est jamais trop tard pour régler ce dossier-là. Hein. Tout le dossier du recours collectif, si je pouvais aider, je vous dis que... Mais il n'est jamais trop tard. À supposer que demain matin, la demanderesse, que je n'ai pas supplié, mais tout juste de communiquer avec moi, me disait « Je vais vous rencontrer pour vous expliquer ce qui s'est passé », je demanderais au pape un mandat supplémentaire pour compléter mon enquête. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit au pape. Peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il y aura quelque chose d'autre. Mais je vais vous dire aussi une autre chose que j'ai dite au cardinal. Je ne veux pas, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, il m'arrive des événements. Pas pour moi, je ne suis pas très, très orgueilleux, mais je ne veux pas regretter le rapport que je vais faire avec les éléments que vous me donnez, puis aller dire au pape dans 2 ans, je vous ai trompé. Ça, je ne vivrai pas avec ça. Alors, si la demanderesse acceptait de me rencontrer, j'obtiendrai un mandat. Je demanderai un mandat et je continuerai mon enquête. Si vous aviez à choisir un élément parmi ce que vous avez comme preuve, un élément qui, selon vous, a été crucial pour votre rapport, c'est lequel chose? Qui a été quoi? Un élément qui a été crucial, parce que je comprends que vous n'avez pas parlé à la victime, mais y a-t-il un élément dans tout ce que vous avez enquêté qui... Il y en a 2. Un, le cardinal Lacroix. Je l'ai rencontré longuement. Et c'est pas facile. Hein. Il est le 24 janvier, primat de l'Église canadienne, archevêque de Québec, membre de 3 ou 4 dicastères, c'est-à-dire les ministères à Rome, et le lendemain, il se retire. Il me dit, je me bats contre un fantôme. Je ne sais pas de quoi on parle. Alors, ça, c'est difficile, ça a été un élément crucial. Le reste, c'est l'étude de toutes les archives et de toutes les personnes que j'ai rencontrées. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, mais vous savez, il y a ce petit quelque chose-là. » J'ai rien trouvé. J'en ai fait des enquêtes sur les dossiers et j'en ai vu des gens qui ont nié. Et de fil en aiguille, on trouve toujours. Ici, j'ai rien trouvé. Alors, l'élément crucial, c'est ma rencontre avec le cardinal et ma recherche approfondie des archives. Vous savez, on peut pas... on a dit beaucoup qu'on faisait disparaître des documents. Les documents ne disparaissent pas. Quand je vais voir l'archiviste du diocèse, je ne demande pas voulez-vous... Je dis, je veux voir ça. Sortez-moi tout ça. Je suis allé aux archives du diocèse, je suis allé aux archives de l'Institut Pie X. Je suis, comme enquêteur, je suis pas très agréable.
Est-ce que, si vous aviez recommandé des procédures plus poussées, est-ce que ça aurait pu mener à la vérité? Sans aucun doute, non. Pour une raison toute simple. Un procès canonique, c'est un procès qui est organisé par le Saint-Siège, où on nomme un procureur de la poursuite, un procureur de la défense, puis on fait venir les témoins. Premier témoin, la demanderesse, elle a déjà indiqué par son avocat qu'elle ne se rendra, le procès n'aura pas eu lieu à Rome, il a eu lieu probablement à Québec, elle ne veut pas témoigner. Alors, le procès se serait arrêté après 8 minutes. Même chose qu'ici. On fait un procès aux criminels, vous connaissez ça. Alors, premier témoin, la personne qui a été agressée, n'importe quelle, elle se présente pas. Fin du procès. Alors, c'est un procès de nature pénale et ça aurait... il y aurait eu tout mon rapport, toutes les personnes que j'ai rencontrées auraient pu aller témoigner, mais on commence une poursuite par une dénonciation, et la dénonciation doit être faite par la dénonciatrice. Elle ne veut pas participer à ça. Alors, ça n'aurait rien donné. Mais là, le cardinal Lacroix se retrouve blanchi aujourd'hui parce qu'on manque d'informations. Qui a dit qu'il était blanchi? Ça, c'est une affirmation que vous faites. Je n'ai pas dit ça au pape, moi. Je n'ai pas dit au pape qu'il est blanchi. J'ai dit je ne peux le relier à ça. Le reste, je sais pas, moi, ce que le pape va dire. J'ai vu que le pape a décidé qu'il n'y aurait pas de procès canonique, de procès criminel canonique contre le cardinal Lacroix. Vous êtes qui est blanchi? J'ai vu ça dans les journaux ce matin. Je vous avoue rien. On dit qu'il est blanchi. Il est blanchi dans la mesure où j'en arrive à la conclusion que je ne peux le relier à la déclaration qui a été faite, à la dénonciation. Et j'ajoute, on n'a pas parlé ce matin, je pense, dans les grands titres que j'ai vus, mais il me manque un élément fondamental. Elle n'a pas voulu, la demanderesse, travailler avec moi. Je respecte ça. Et il n'est pas blanchi. Je ne dis pas qu'il n'est pas blanchi, c'est à vous. Moi, j'ai des faits. Je vous donne les faits. Je ne peux le relier. Si vous dites qu'il est blanchi, je vous écoute. Si vous dites qu'il n'est pas blanchi, je vous écoute aussi. Si vous voulez aller prendre un café avec moi après, je n'irai pas. Sur le plan, j'ai deux questions. Donc, tout le lien du recours collectif qui se poursuit, donc tout ce qui est dit dans votre rapport, dans blanchi ou non les conclusions, ça n'affecte en rien la façon dont est présenté le recours collectif. Il n'y a pas de modification à la présence du nom de Monseigneur Lacroix. Non. Prends pas connaissance. Maintenant, moi, je ne suis pas spécialiste en recours collectif. J'ai dit au pape, parce qu'il fallait qu'il sache, le pape n'est pas très familier avec le recours collectif au Québec. J'ai dit au pape, il existe une procédure, il a été nommé, il y a une ligne 135. On me dit, oui, mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, c'est quoi les trois mots que j'ai, là? Elle dit ATT, FEL, FEL. Le dernier, c'est PEN. C'est ça que je dis au pape. Alors, je dis au pape, il y a un recours collectif. J'avais dit au début, et comme j'ai dit au cardinal, je ne voudrais pas dans 2-3 ans savoir que vous m'avez menti ou qu'il est arrivé quelque chose d'autre. Ce que je découvre, c'est qu'on ne le saura probablement jamais. Parce que j'ai vu le règlement d'Amos, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, les avocats du diocèse m'ont fait parvenir avec beaucoup de gentillesse. Je ne comprends pas. Mais c'est pas obligé de comprendre. Même ça, je retire le « je ne comprends pas ». Je constate que le dossier va se régler un jour, hein, on sent bien. C'est pas parce qu'on a dit que s'il fallait, on irait jusqu'à la Cour suprême. Ça, c'est dans 10 ans. Le dossier va se régler parce que le diocèse veut régler. Puis les demandeurs veulent régler. Ça va se régler un jour. Si je pouvais aider, si vous saviez ce que... On ne me prendra pas, faites-vous-en pas. Mais je ferai n'importe quoi pour aider au règlement. Alors, quand le dossier va se régler, on prend la liste des demandeurs, on les soumet à une adjudicatrice avec un montant X. Mettons $100. Avec 147 demandeurs, elle va dire... Cette personne-là, sur la vue de son témoignage, de son affidavit, je l'accepte ou je ne l'accepte pas et je lui donne $1. Là, moi, j'avais compris que le cardinal
Lacroix pourrait envoyer un affidavit et répliquer. L'adjudicatrice n'a pas le droit de prendre connaissance des contestations des personnes que l'adjudicatrice retiendra. Elle n'a pas le droit. C'est comme ça, les règlements. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Alors. Merci. Vous avez dit, excuse-moi, je vous dis vous avez dit avoir fait appel à la communauté. Vous avez parlé d'une communauté aussi qui a présentement plus son guide. Est-ce que vous estimez... à la communauté humaine, pas rien qu'aux catholiques. Mm-hmm. Moi, j'ai pensé, puis d'ailleurs, j'ai eu des réponses de gens qui étaient visiblement pas catholiques. Alors, j'ai fait appel à toute la communauté de Québec au premier chef, du Québec au deuxième chef, et tous ceux qui voulaient me parler. Estimez-vous, à la lumière de ça, comment percevriez-vous, par exemple, le retour à la vie publique de Monseigneur? J'ai aucune idée là-dessus. Je n'ai rien à dire. Demandez ça au cardinal Lacroix, demandez ça au pape, si vous voulez. J'ai établi des faits. Qui suis-je pour dire au cardinal Lacroix ce qu'il devrait faire? Qui suis-je pour dire au pape ce qu'il devrait faire? C'est là où mon travail. Hein. Je m'en tiens à des faits. C'est très difficile, très rigoureux. Je n'ai pas d'opinion sur rien. Je suis comme Maigret. Je n'ai d'opinion sur rien. Alors, je fais des faits. Ce que le cardinal Lacroix fera, ça sera en son âme et conscience. Je m'adresse à l'ancien juge. On comprend les limites de votre propre enquête que vous avez menée en ce moment. Vous avez évoqué les limites du recours, un peu les limites de vos questionnements par rapport au processus de recours collectif. Qu'est-ce que ça veut dire pour les présumées victimes quant au processus au pluriel qui existe pour porter plainte, pour faire valoir ces agressions-là alléguées? Vous êtes qui? Pour la victime ou pour le présumé de mon... Si vous voulez aller sur les deux, moi je posais pour les présumées victimes, mais ça peut être également pour les présumés... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que je constate, je ne suis pas un expert en recours collectif, je constate que les victimes peuvent se déclarer, elles sont ajoutées à un groupe. La loi est comme ça. Moi, je ne discute pas. Quand j'étais juge, je ne discutais pas de la loi. Je la tiens pour avérée. J'ai rien à dire sur ça. Si vous... Reformulez-moi votre question. Peut-être que je la saisis mal. Ou... En fait, cette enquête-là que vous avez menée, comme vous dites, on ne peut pas le blanchir, on ne peut pas ne pas le blanchir. On est un peu dans les limbes en ce moment, à savoir qu'est-ce que c'est. Les limbes ont été abolis. Oui, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc d'un point de vue d'une présumée victime, bon, cette avenue-là ne mène visiblement pas à une conclusion X. Il y a le processus de recours collectif qui est en cours en ce moment, on ne sait pas trop ce que ça va mener. Qu'est-ce que vous retenez à titre d'ex-juge des procédures qui existent pour faire valoir ce genre de situation-là? Je trouve que les recours collectifs font très bien pour les problèmes avec des grippins. Avec les êtres humains, c'est beaucoup plus difficile. C'est ça que je retiens. Alors, actuellement, il n'y a rien qui empêche les victimes, ou les demandeurs, parce que les victimes, je ne le sais pas, ce sont présumées victimes. Il y a 147 personnes à Québec qui se sont inscrites sur la liste. Elles sont là. Vous connaissez les procureurs des demandeurs. Ils y tiennent. Elles vont être présentées et il va y avoir un règlement. J'espère qu'il va y avoir un règlement. Malheureusement, il est remis pour longtemps. Ça, je trouve ça extrêmement triste parce que dans tous les dossiers que j'ai faits, les évêques m'ont toujours dit « Monsieur le juge, occupez-vous des victimes d'abord ». Ici, j'ai eu le même mandat de m'occuper des... Je m'occupe. J'ai dit à la demanderesse que je voudrais la rencontrer de façon confidentielle et que je m'engageais à l'accueillir avec humilité, avec accueil, respect. Elle n'a pas voulu. Elle croit pas à ça. Les procureurs des demanderesses, ça rejoint un peu la question de votre collègue, ils ne croient pas à ce système-là. Ils ont le droit. Mais c'est tout ce qu'on a. La procédure qui est là, elle est parfaite, en ce sens que tous ceux qui veulent porter plainte peuvent porter plainte. Il faut que je fasse attention à ce que je veux dire. Alors, je ne le dirai pas. Non, c'est un... je ne le dirai pas.
Mon fils m'a dit de ne pas appréhender les questions, alors je l'écoute. Combien de personnes vous avez rencontrées dans le cadre de votre enquête? Vous avez parlé de témoins, il y a le cardinal, et combien d'autres personnes? Je ne réponds pas à cette question-là, mais j'ai rencontré tous ceux que je voulais rencontrer, tous ceux qu'on m'a recommandés. Plus je parlais à du monde, on me disait « parlez d'un tel ». J'ai rencontré toutes les personnes que je voulais rencontrer. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Sauf une. Des dizaines, on peut avoir une ordre d'idée? Des dizaines, oui. Et juste pour ma compréhension, est-ce que la demanderesse, si elle vous avait rencontré, comme c'est le Vatican qui a payé pour l'enquête, dans quelle mesure les propos qu'elle vous aurait donnés auraient pu servir à une poursuite en diffamation, comme on a déjà vu après un témoignage d'une présumée victime? Jamais, parce que j'aurais pas... Je lui ai garanti la confidentialité. Si elle m'avait dit, si je m'avais rencontré, puis elle m'avait dit, ça s'est passé, je sais pas moi, l'archevêché de Québec, telle journée, c'était dans le sous-sol, j'aurais vérifié ça, puis je me serais assuré. J'ai visité des presbytères, plein d'endroits. Je serais allé vérifier. Si ça avait quelque chose qui avait le moindrement de consonance et de réalisme en 1987-88, ça fait quelques années quand même, j'aurais poursuivi. Mais elle n'aurait pas pu... Rien de ça. J'ai garanti d'ailleurs à ses avocats, et je lui ai garanti à elle, que tout ce qu'elle dirait ne pourrait pas être retenu contre elle. Personne n'aurait pu se servir de mes documents pour une poursuite, et vous parlez peut-être d'un autre dossier dont je ne suis pas saisi. Est-ce que par hasard, M. Denis, vous parlez un peu d'anglais? Seriez-vous à l'aise à répondre à deux questions? C'est un peu ce que vous avez déjà dit en français, mais juste pour avoir l'équipe pour la radio en anglais. What can I say? I received a mandate from the Pope Francis, and I met a lot of people, and my conclusion is that I cannot rely Cardinal Lacroix to the complaint of the plaintiffs. I asked her to meet with me. I asked her several times, and she refused. So, of course, there's a part of the inquiry that is not complete. I regret it fully, but it's a fact. So, yeah, exactly to that point, without her participation, to what extent do you think your conclusions are valid or They're valid because what I concluded it is that looking at the archives of the diocese and the archives I've read and all the people I've met, nothing can be relied to the plaintiff and Cardinal Lacroix. As far as I'm concerned, it is valuable, but again, I'm missing deeply the fact that the plaintiffs refused to talk to me. And can you briefly describe what are some of the key elements of your investigation, some of the evidence that makes you believe that the accusations, as far as you know, are not founded? What are some of the elements? Well, the meeting with Cardinal Lacroix is obviously one of the main motive, and also the study of all the archives and all the people I have met, especially concerning 1987 and 1988, and a perfect file of Cardinal Lacroix without any complaint whatsoever since he's working in the Diocese of Quebec. Mr. Justice, you've been discussing this in French earlier. I would like to have this answer in English as well. Could your conclusions be taken as whatever clearing for Mr. Lacroix, or can we just take things as they stand, which is an incomplete investigation that cannot lead to whatever conclusion? The answer to this question is yours. I cannot tell you anything about that. You have my report, and I'll give you a summary in a few minutes, and your conclusion as good as mine. I have no conclusion except to say to the Pope that I cannot rely on Cardinal Lacroix to the plaintiff's accusation. I cannot say more than that, and I don't want to say. I don't want to say if I don't want to say anything more. It's for you to decide, and for people who will read my summary to decide what the thing is correct or not. I can say that
Cardinal Lacroix is clear by my report. This is a decision that is reserved to the Pope, and what will be done in the near future or in the future is for the Cardinal Lacroix to decide. It's not for me, and I will certainly not say to the Pope and to Cardinal Lacroix what to do. The only thing I said to the Pope is there's no reason, as far as I'm concerned, to have a trial against Cardinal Lacroix, what we call a canonic trial, because there's no elements as far as I was not able to meet with the plaintiff. I mean, have you been able to meet with her? I guess you don't know yet because you didn't meet with her, but do you expect it would have been a very different conclusion? I don't know. Yeah. Just ask her to call me and I'll be more than happy to answer. D'autres questions en français? En anglais? Bon, je parle aussi un peu latin. L'italien pour pouvoir peut-être. C'est tout? Tout le monde est heureux? Merci beaucoup. Un instant. J'ai rapporté. Le bonheur est une notion tellement évanescente. J'ai une copie de mon... deux choses. Il fallait que je vous dise. J'ai apporté 10 copies de mon résumé. Peut-être que ça intéressera quelqu'un. J'ai aussi, et c'est pas sûr que ça va fonctionner, j'ai une adresse Dropbox où tout le monde pourra avoir ce papier-là, où vous m'écrivez et je vais vous l'envoyer. Alors, je vous dis l'adresse. Si ça ne marche pas, c'est de ma faute. Tout en lettres minuscules. HTTPS 2 points. 2 barres obliques. TINYURL dot point com barre oblique. B comme Bernard, D comme Denis, F comme François, T, un petit peu que je fais, quoi la lettre qui vient après, c'est un U ou un V, que personne ne sorte, je peux vous le dire. Ça fait vraiment exprès. Hein? Alors, je vais donner, madame, est-ce que c'est TV ou TU? C'est marqué sur le document. L'adresse. C'est le document, l'adresse de la droite? Non, elle n'est pas là. Attends. C'est un V. Alors, c'est TV 2X8. Est-ce que je répète? BDFTV2X8. C'est ça. Et puis HTTPS, TINYURL.com. C'est URL ou VRL? URL. Et vous en avez des copies ici, si jamais ça vous intéresse. Et si vous voulez m'écrire aujourd'hui dans la journée, je vous retournerai tout le reste. Je vous en enverrai une copie. Merci. Ça va, merci d'être venu. Bonne fin de journée.